des dernières émissions, on a fait un grand voyage dans le cosmos. On a exploré successivement le système solaire, les étoiles autour du Soleil, notre galaxie, la Voie lactée. Et puis ensuite, on est allé voir l'amas local de galaxies, nos voisines galaxies. Et puis ensuite, on est monté à très grande échelle et on a vu l'univers dans son ensemble. Aujourd'hui, nous commençons ce qu'on pourrait appeler un grand voyage dans le temps plutôt. Nous allons remonter vers le passé, vers nos origines et essayer de découvrir ce que la science nous dit de l'histoire de l'univers, du passé de l'univers. Et cela va nous dire en même temps, en définitive, comment ces structures que nous observons aujourd'hui, que ce soit les galaxies, les étoiles, les planètes, aussi bien que les molécules, les atomes et les organismes, plantes et animaux, comment toutes ces structures se sont formées à partir d'un chaos initial. Alors, pour bien comprendre le sens de cette démarche dans le temps, il faut, je crois, adopter une méthode tout à fait prudente qui nous évitera, par exemple, quand on parlera de Big Bang, d'identifier ce Big Bang avec ce qu'on a souvent appelé le début de l'univers, et ensuite d'être soumis à la question qu'est-ce qu'il y avait avant. Je crois que si on veut éviter cette démarche, qui est une démarche qui n'est pas la bonne démarche pour aborder la situation, il faut prendre un point de vue un peu différent. Ce point de vue, je voudrais le comparer à celui d'un explorateur, des siècles passés, qui partaient en expédition pour visiter des pays inconnus, l'Afrique ou l'Australie à cette période, ou bien encore aux archéologues qui vont sur le terrain pour faire des fouilles et trouver des objets, des fossiles, des silex, des pierres taillées, à partir desquels ils vont pouvoir reconstituer le passé. En d'autres mots, le physicien, l'astrophysicien aujourd'hui est devenu un historien. Et il emploie des méthodes analogues à ceux des historiens. Il est devenu aussi un explorateur. Il est un explorateur du passé. Alors, je vais comparer donc la démarche de l'astrophysicien d'aujourd'hui, d'abord à celle de l'explorateur. L'explorateur, il part de chez lui et il va vers ce territoire inconnu. Nous partons d'aujourd'hui et nous reculons dans le temps. Et une bonne illustration de l'analogie entre les deux est présentée par l'image que vous avez devant vous. Sur cette image, j'ai mis une île fictive que j'ai dessinée moi-même. Et sur cette île ont abordé des explorateurs et leur mission, c'est d'aller explorer l'île pour en faire le relevé topologique, géographique, humain. Alors, les explorateurs arrivent avec leurs bateaux, vous les voyez là. Ces bateaux abordent l'île par les rivages, par les côtes, et de là, progressivement, ils avancent de plus en plus à l'intérieur de l'île et ils répertorient ce qu'ils voient, des gens, des montagnes, des marécages, des déserts et tout cela. Et d'année en année, ils peuvent ainsi s'enfoncer dans l'île en présentant le détail de ce qu'ils ont vu. Et régulièrement, cela se passait par exemple au siècle dernier ou au siècle précédent, quand on explorait l'Australie ou Bornéo, ces gens envoyaient à leurs parents, à leurs amis, à leur Académie des sciences, bien sûr, qui finançaient le voyage et qui voulaient avoir des rapports. Ces gens envoyaient des textes, des rapports détaillés décrivant ce qu'ils avaient vu, ce qu'ils avaient exploré sur le plan humain, géographique et tout cela. Ils envoyaient toujours une carte, un peu comme celle que vous avez devant vous, où ils avaient situé tout ce qu'ils avaient vu. Et au centre de cette carte, il y avait toujours une zone blanche, et il était typique d'écrire « terra incognita » ou « incognita », terrain inconnu, terrain non encore exploré. Cela représentait le domaine qui était encore vierge pour eux. Et la frontière de cette surface blanche, c'était la frontière de la limite de leur connaissance, le début de leur ignorance de ceux qu'ils ne connaissaient pas encore. Et si quelqu'un chez eux s'était avisé de leur dire « Mais qu'y a-t-il dans cette zone blanche ?» ils auraient répondu « Mais attendez,
on n'y est pas encore. L'an prochain, on en aura exploré encore une partie, mais il en reste encore beaucoup à explorer. Nous ne pouvons rien dire aujourd'hui de ce qu'il y a à l'intérieur, simplement parce que nous ne sommes pas encore allés là, nous n'avons pas réussi à pénétrer jusque dans ces régions. Eh bien, le comportement de l'astrophysicien par rapport au passé de l'univers est tout à fait analogue. Nous partons d'aujourd'hui, nous reculons dans le passé, nous allons le plus loin possible. Aujourd'hui, en 1990, nous pouvons atteindre une frontière qui se situe à environ 15 milliards d'années dans le passé. Là, nous découvrons un univers très chaud, très dense, très lumineux, dont on va parler abondamment. Cet univers, pour l'instant, nous sommes en train de l'explorer. Et si on nous demande qu'y avait-il avant, nous pouvons seulement répondre, comme les explorateurs, attendez, nous vous en dirons plus quand nous aurons pénétré encore plus avant dans le passé de l'univers. Nous n'avons pas encore visité cette région. D'année en année, les frontières du passé reculent. Ce que je vais vous dire aujourd'hui, je n'aurais pas pu vous le dire en grande partie il y a 20 ans. Et dans 20 ans, vraisemblablement, on en saura beaucoup plus. C'est la démarche, c'est la science en progrès, c'est la limite que nous avons atteint aujourd'hui. Alors, l'autre comparaison avec l'archéologue, qui va nous être très utile aussi, c'est le fait suivant. Quand un archéologue est envoyé sur un terrain pour étudier, par exemple, la vie de l'homme de Cro-Magnon ou la vie des Indiens qui vivaient ici en Amérique il y a plusieurs milliers d'années, eh bien, il ne peut reconstituer le mode de vie de ces gens que s'il trouve sur les lieux des fossiles. Des fossiles, ça peut être des pointes de flèches, ça peut être des pierres taillées en silex, ça peut être du bois brûlé, ça peut être des ruines, des restes de maisons, quelque chose qui lui permette de reconstituer le passé. Un fossile, au sens large, parce que je vais employer le mot fossile aussi dans un contexte astronomique, un fossile, c'est quelque chose qui a été fabriqué, formé, façonné, qui a pris sa forme il y a très longtemps, qui a gardé sa forme pendant une longue période de temps, donc il y a une translation dans le temps, d'un passé très lointain jusqu'à aujourd'hui, sans être modifié, qu'on retrouve aujourd'hui, et à partir de cette forme, on essaie de comprendre, on essaie d'interpréter cette forme en termes de comment vivaient les gens, les choses, comment était la situation dans ce passé qui a pu ainsi modeler cette chose. Voilà, la notion de fossile dans un sens généralisé, c'est un vestige, c'est un souvenir du passé qui s'est transmis jusqu'à nous. Et si, bien sûr, on envoie un archéologue sur une fouille pour étudier la vie, par exemple, de l'homme de Néandertal, et que sur cette fouille, il ne trouve rien, il ne peut rien dire. Ça, c'est fondamental. C'est seulement à partir de la découverte, de la détection de fossiles qu'il peut légitimer, qu'il peut justifier son discours sur le passé de ces gens. De la même façon, en astrophysique, nous pouvons remonter dans le temps à condition de découvrir des éléments, ce sera des éléments physiques, ce sera des mesures d'abondance relatives de différentes particules, de différents éléments, qui vont nous permettre de reconstituer ce passé. Et si nous n'avons pas de ces fossiles, eh bien sûr, nous ne pouvons rien dire. Et c'est bien cela qui va limiter pour l'instant notre discours. Nous allons remonter jusqu'à un certain point. Et au-delà de ce point, ou bien nous n'aurons pas de fossiles, ou bien, ce qui arrive plus souvent, nous avons des fossiles, mais nous ne savons pas les interpréter. Ce n'est pas toujours facile d'interpréter des fossiles. Il faut souvent avoir un cadre scientifique qui dépasse celui que nous avons. Et c'est bien le cas en astrophysique aujourd'hui. Il nous reste des fossiles d'un passé extrêmement lointain, mais dans beaucoup de cas, nous ne savons pas interpréter, nous ne savons pas lire au travers de ces fossiles ce qu'était l'univers à cette période très ancienne. Donc ces deux comparaisons avec l'explorateur qui nous donnent cette idée d'une démarche en train de se passer et du préhistorien qui nous dit comment on peut reculer dans le temps à partir de fossiles et vont nous servir, vont nous guider tout au long de ce parcours. Pour revenir à l'explorateur, il y a une différence qui est de taille et qu'il faut mentionner. Quand les explorateurs regardaient sur leur carte de la surface blanche, Terra Incognita, eh bien, d'année en année, grâce à leurs efforts, à leurs voyages, à leur
difficulté, ils arrivaient à réduire cette surface. Et cette surface s'amenuisait jusqu'au point où, un jour, deux explorateurs, par exemple, venant de directions différentes, pouvaient se donner la main et dire, voilà, maintenant, c'est terminé. L'Afrique, nous l'avons explorée complètement. L'Australie, nous l'avons explorée complètement. Bien sûr, rien de semblable n'existe sur le plan de l'astrophysique. Il n'y a pas aucune garantie que cette démarche que nous faisons vers le passé va un jour se terminer. Il n'y a aucune garantie qu'un jour la terra incognita de l'astrophysique, qui est le passé au-delà de 15 milliards d'années, pourra être complètement explorée. Nous n'en savons rien. Est-ce qu'un jour nous arriverons à remonter jusqu'à un quelconque début, jusqu'à une quelconque origine? Nous n'en savons rien pour l'instant. Donc il y a cette différence fondamentale, il n'y a aucune garantie que cette tâche sera un jour terminée. Et d'un sens, c'est tant mieux, bien sûr, pour les astrophysiciens. Ils sont certains d'avoir toujours du pain sur la planche, et croyez-moi, il y en a beaucoup. Alors, à partir donc de ce premier dessin, de ces comparaisons, nous allons maintenant remonter dans le passé. Rappelez-vous que c'est toujours notre démarche. Et cela, je voudrais le faire dans un contexte où nous prenons en considération le fait que c'est une idée relativement nouvelle dans le monde de la science, l'idée que l'univers a une histoire. Pendant plus de 2000 ans, en fait, depuis Aristote, on a vécu dans l'idée que notre univers est un univers sans histoire, un univers qui est toujours le même, qui a toujours existé, qui existera toujours. Cette idée était prévalente aussi bien chez Aristote que chez Galilée, que chez Newton, que chez Laplace, que chez Einstein, qui a été un des derniers résistants de ce point de vue, de cet univers éternel et inchangeant. Et c'est au cours du XXe siècle, vraiment, que les scientifiques, je parle bien sûr du plan scientifique, là, que les scientifiques ont changé d'opinion, et cette opinion s'est modifiée considérablement, au point qu'on a quitté cette idée qu'on avait pendant 2000 ans, que l'univers existe depuis toujours, qu'il ne change pas et qu'il existera depuis toujours, et que nous sommes passés à une réalité, à un point de vue, à une optique totalement opposée. Nous avons tous les éléments qu'il faut pour affirmer aujourd'hui que l'univers, au contraire, est un univers historique, un univers avec un passé dans lequel il était très différent de ce qu'il est aujourd'hui, un futur dans lequel il va encore changer, un univers avec une chronologie, un univers dans lequel on peut donner des dates dans lesquelles se sont passés des événements qui ne s'étaient pas passés auparavant. C'est comme l'histoire du Canada, on peut dire à telle date il s'est passé telle chose, cette chose ne s'était pas passée auparavant, cette chose va influencer l'avenir. Nous sommes dans un contexte historique et l'astrophysicien devient un historien. Alors je vais maintenant vous dire plus en détail quels sont les éléments qui nous ont permis de changer complètement d'optique, de passer de cette idée d'un univers éternel et inchangeant à un univers en évolution, nous allons dire un univers dynamique, non pas un univers statique, un univers dynamique, dans lequel s'inscrit une histoire, et cette histoire, nous en avons parlé aux dernières leçons, c'est l'histoire de comment la matière s'organise, comment des structures de plus en plus sophistiquées, complexes et performantes naissent à partir d'un chaos initial dans lequel il n'y avait aucune sorte de structure. J'ai mentionné que pendant plus de 2500 ans, d'Aristote jusqu'au début de notre siècle, l'idée dominante en science était l'idée que l'univers est éternel et inchangeant. Mais comme toujours, il y a eu des hérétiques, et les hérétiques sont ceux par lesquels les choses évoluent. Et ces hérétiques, c'est des gens qui étaient un peu mal à l'aise avec cette idée et qui disaient que ça cadrait mal avec ce qu'ils connaissaient du monde. Il y a eu d'abord Lucrèce, le philosophe latin qui vivait au 1er siècle avant Jésus-Christ, qui était en désaccord tout à fait avec cette idée, qui disait non, le monde évolue, le monde est jeune. Et il y a eu aussi Kepler et Tycho Brahe. Pourquoi? Eh bien, la question qu'ils se sont posées, la question qu'on a posée pendant plusieurs siècles, et qui était en désaccord avec l'idée que l'univers puisse être éternel et inchangeant, c'est une question toute simple. C'est la question, pourquoi la nuit est-elle noire? Pourquoi fait-il noir quand le soleil est couché?
À première vue, ça paraît être assez évident, puisque le jour, il y a le Soleil, qui est une étoile très brillante, et la nuit, il y a aussi des étoiles, mais ce sont des étoiles très faibles, parce que, comme on sait aujourd'hui, les étoiles sont des soleils, mais des soleils tellement lointains qu'on peut imaginer que les étoiles ne réussissent pas à créer un ciel aussi brillant que le jour. Mais quand on y regarde de près, ça n'est pas tout à fait vrai. Ça n'est pas tout à fait vrai parce que si les étoiles sont loin, en fait, il y en a beaucoup. Et il est relativement facile de montrer que la distance, qui fait pâlir bien sûr les étoiles, est à peu près tout à fait compensée par le fait qu'à mesure qu'on s'éloigne, il y a de plus en plus d'étoiles. Cela, vous allez le voir très bien d'après ce diagramme. Dans ce diagramme, j'ai mis ici l'observateur. Voilà, c'est nous ici. Et nous regardons du côté nuit. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, supposons que les étoiles soient répandues uniformément dans l'espace, dans un espace qui soit extrêmement grand, qui soit infini. Eh bien, vous voyez que quand vous regardez dans cette direction ici, le nombre d'étoiles dans un volume dont le rayon est d'environ 10 années-lumière, dans une sphère comme ceci, il y a 40 étoiles en moyenne. C'est à peu près une bonne mesure. Dans une deuxième couche concentrique de même épaisseur, 10 années-lumière, il y en a 280. Bien sûr, puisqu'on a supposé que les étoiles sont répandues uniformément, mais le volume de cette couche est beaucoup plus grand que le volume de cette petite sphère au centre. Et si on passe à une troisième couche, on a divisé l'espace en couches concentriques de 10 années-lumière chacune. Quand on va passer à la troisième couche, on va se retrouver avec 760 étoiles, toujours dans l'hypothèse qu'elles sont distribuées uniformément et donc que leur nombre est proportionnel au volume. Et à mesure qu'on va s'éloigner, chaque couche de 10 années-lumière va contenir un nombre qui va croître rapidement avec la distance, de sorte que si on regarde à très grande distance, on va voir un nombre extrêmement grand d'étoiles et en principe infini si on peut voir toutes les étoiles. Alors vous voyez, bien sûr, les étoiles sont plus faibles que le Soleil, mais il y a un Soleil. Et quand vous regardez dans l'autre direction, dans votre ligne de visée, le nombre d'étoiles que vous rencontrez devient extrêmement grand. Et on peut montrer mathématiquement, mais vous le comprenez probablement déjà d'après ce calcul, qu'en fait, dans cette hypothèse, si on faisait l'hypothèse que l'univers est infiniment grand, qu'il a des étoiles partout, et que ces étoiles existent depuis toujours, parce que c'est important de faire cette hypothèse, bien sûr, parce que les étoiles qui sont très loin, la lumière a mis un certain temps à nous y arriver. Donc, c'était l'idée de Kepler. Kepler, voilà comment ça se passe. Rappelez-vous que c'est le moment où on s'aperçoit que la Terre n'est pas le centre du monde, on en a parlé, que le Soleil est une étoile autour de laquelle les planètes tournent, et que les étoiles du ciel, qu'on a cru longtemps être des points lumineux sur une voûte céleste, un peu comme dans un planétarium, eh bien non, ce sont des soleils, ce qui veut dire qu'elles sont extrêmement loin. Et à cette période, on est environ en 1600, un petit peu avant 1600, il y a cette idée que l'univers est infini, et il y a toujours cette idée que l'univers est éternel. Alors Kepler, il dit, ça ne marche pas, ça. Ça ne marche pas de penser que l'univers puisse être infini et éternel. Pourquoi? Eh bien, exactement pour cette raison-là. Si l'univers est infini et éternel, s'il y a un nombre infini d'étoiles et que les étoiles existent depuis toujours, alors la lumière, la somme de la lumière de toutes ces étoiles, quand on regarde la nuit, devrait être telle, devrait constituer une telle quantité de lumière qu'en fait, la nuit devrait être beaucoup plus brillante que le jour, c'est-à-dire que la nuit, ça devrait être à peu près l'équivalent de s'il y avait des soleils partout dans l'espace, et bien sûr le jour aussi. Et on peut calculer maintenant qu'une telle quantité de lumière produirait à la surface de la Terre un réchauffement, que la moyenne de la température de la Terre serait d'environ 6000 degrés, et que bien sûr nous ne serions pas là pour en parler.
Alors Kepler est un peu gêné par cela. Il se dit qu'il y a quelque chose qui ne colle pas avec cette idée d'un univers éternel, d'un univers infini et éternel. Alors il se pose cette question un peu vers 1600, mais cette question qui est un peu gênante, puisqu'on vit dans l'idée que l'univers existe depuis toujours, on le croit depuis Aristote et on continue à le croire, cette question qui est gênante, eh bien, on n'y pense pas trop. En fait, c'est souvent ce qui se passe dans l'histoire de l'humanité. Quand une question est gênante, la meilleure façon d'en disposer, c'est de penser à autre chose. Eh bien, cette question, pourtant, on la voit revenir. Il y a un astronome français, De Chézeaux, qui la repose. Il y a l'astronome anglais Edmund Halley, qui est de la comète, celui qui a prédit le retour de la comète, repose cette question lui-même. Ils sont tous mal à l'aise avec cette idée que l'univers puisse être éternel et la nuit puisse être noire en même temps. Et puis elle va être posée de façon plus claire, plus explicite par un astronome allemand qui s'appelle Olbers. Olbers vit au début du 19e siècle et cela porte le nom du paradoxe d'Olbers, O-L-B-E-R-S. En fait, je crois que c'est vraiment Kepler qui a posé la question la première fois, c'est lui qui devrait avoir l'idée, mais enfin, les choses historiquement ne sont pas toujours comme on le voudrait. Toujours est-il que Olbers pose cette question et n'y répond pas, envisage la possibilité d'une réponse qui est celle que je vais vous donner tout à l'heure. Je vais revenir beaucoup à cette question. Je vais vous donner tout de suite une réponse, celle que Olbers a présumée, à laquelle il a pensé. Et la réponse d'Olbers, c'est est-ce qu'il est bien vrai que les étoiles sont éternelles? Parce qu'après tout, si elles ne sont pas éternelles, s'il n'y a pas toujours eu des étoiles, et bien sûr, on n'a pas de problème avec les étoiles les plus lointaines, parce que ces étoiles-là n'ont pas eu le temps, la lumière n'a pas eu le temps d'arriver jusqu'à nous. Alors on verra que c'est un des éléments de la réponse, un des éléments qu'on donne aujourd'hui en physique moderne. Une des raisons pour laquelle la nuit n'est pas noire, c'est que l'univers est très grand. Les étoiles ne sont pas très vieilles. Les plus vieilles étoiles ont environ 15 milliards d'années. Ça peut paraître beaucoup, mais c'est peu pour remplir le ciel de lumière. On peut dire comme ça. Et si le ciel est noir, et on va voir qu'il devient de plus en plus noir, ce qui va poser un autre paradoxe, si le ciel est noir, c'est simplement que ça ne fait pas très longtemps qu'il y a des étoiles. Alors, vous avez vu tout de suite, bien sûr, que cela nous met en contradiction directe avec cette idée dominante de la science qui était l'univers a toujours existé. Si l'univers a toujours existé, il y aurait des étoiles depuis toujours, et cela est en contradiction avec l'idée de l'observation que le ciel est noir. Si vous voulez, on peut faire une autre comparaison, je pense, qui explique assez bien la chose, et on utilisera cette comparaison un peu plus tard. Imaginez que vous arrivez devant un bassin qui n'a pas d'écoulement, qui n'a pas de façon de perdre de l'eau. Et ce bassin, il y a un robinet qui verse de l'eau dans ce bassin d'une façon continue. Ce bassin n'est pas plein. Vous remarquez que ce bassin n'est pas plein, il n'y a personne autour. Alors, si ce bassin n'est pas plein et que l'eau continue à être versée, votre impression la plus naturelle, la plus normale, c'est de vous dire que ça ne fait pas très longtemps, il y a quelque temps, pas très longtemps, quelqu'un est venu ouvrir ce robinet. Si on vous disait « non, ce robinet est ouvert depuis toujours », vous ne pourriez pas comprendre pourquoi le bassin ne déborde pas. C'est un peu l'équivalent du paradoxe d'Olbers. On peut dire que les étoiles versent dans l'espace de l'énergie lumineuse, de la chaleur, de la lumière, ce qui est tout à fait analogue à l'eau du bassin. Et on peut dire en même temps que ce bassin n'est pas plein, c'est-à-dire que le ciel n'est pas complètement plein de lumière, que la nuit est noire. Et de même qu'on peut résoudre ce paradoxe en disant « non, il n'est pas possible que ce robinet coule depuis un temps infini, il coule depuis un certain temps, pas plus », de la même façon, une des façons de résoudre le problème de l'obscurité de la nuit, c'est de dire « ça ne fait pas très longtemps qu'il y a des étoiles et l'espace est tellement grand que 15 milliards d'années, même avec les étoiles les plus puissantes, ça n'est pas beaucoup, ça n'est pas suffisant pour remplir le ciel de lumière. » Alors ça, c'est une première réponse. Vous verrez qu'il y a une seconde réponse. Il y a deux réponses qui jouent chacun des rôles analogues. Mais la première réponse, c'est « le ciel est noir parce que ça ne fait pas très longtemps qu'il y a des étoiles ».
Alors à cela, on va s'ajouter une autre difficulté qui est la réponse à une question. C'est toujours les questions les plus simples qui nous apportent les plus grandes difficultés et à partir desquelles on peut obtenir le plus de renseignements. Cette question, c'est pourquoi la Lune ne tombe pas sur la Terre. Pourquoi la Lune ne tombe pas sur la Terre? Nous le savons très bien. Maintenant, grâce à Newton, la Lune ne tombe pas sur la Terre, bien que la Terre et la Lune s'attirent, simplement parce que la Lune tourne autour de la Terre. Et ce mouvement de rotation produit ce qu'on appelle une force centrifuge qui empêche la Lune de tomber sur la Terre. En fait, la Lune est tout à fait en équilibre entre la force de gravité et la force centrifuge, et elle continue sur son orbite. On peut dire d'une certaine façon qu'elle tombe toujours sur la Terre, mais son mouvement l'entraîne de façon à ce qu'elle la rate toujours. C'est une autre façon de dire la même chose. Newton donc répond à la question, la Lune ne tombe pas sur la Terre parce qu'elle tourne autour de la Terre. La Terre ne tombe pas sur le Soleil parce que la Terre tourne autour du Soleil. Mais Newton est un peu embêté quand il se pose la question de savoir pourquoi les étoiles ne tombent pas les unes sur les autres. Parce que là, il ne lui paraît pas évident que les étoiles tournent autour les unes des autres, et il voit bien, il sait bien, c'est lui qui a découvert la loi de gravité, il sait bien que toutes les étoiles s'attirent et qu'elles devraient, d'une certaine façon, tomber les unes sur les autres. Alors ça lui pose un problème qu'il ne résoudra pas. Il se dit, il y a quelque chose qui me manque là-dedans, il le laisse de côté et il ne va pas aller plus loin. Et ça n'est que beaucoup plus tard qu'on a découvert que les étoiles ne tombent pas les unes sur les autres pour la même raison. C'est parce qu'elles tournent autour du centre de la galaxie, on en a parlé l'autre jour, le Soleil tourne autour du centre de la galaxie, et de la même façon, le Soleil est en équilibre entre une force d'attraction vers le centre de la galaxie et une force de répulsion, la force centrifuge, et cette force le tient en équilibre comme toutes les étoiles qui tournent autour du centre de la galaxie. Les périodes sont beaucoup plus longues, ça prend 200 millions d'années au lieu de prendre un an ou un mois, pour le Soleil et la Lune respectivement, mais quand même, le principe est le même. Mais quand on a découvert ça, on repose la question au niveau des galaxies. Et on se dit, oui, mais pourquoi les galaxies, elles, ne tombent pas les unes sur les autres? Et on aimerait bien découvrir que les galaxies sont en rotation autour de quelque chose, mais là, rien ne marche plus. Toutes les observations que l'on fait montrent qu'il n'y a pas l'équivalent d'une rotation qui permettrait aux galaxies de ne pas tomber les unes sur les autres. Et c'est ce problème qui va se reposer au XXe siècle, qui va se reposer à Einstein en particulier, auquel Einstein va arriver à donner une réponse. C'est ce problème qui va nous amener à nouveau à cette idée que nous vivons dans un univers historique, dans un univers dynamique. Alors c'est le point que je vais reprendre tout à l'heure, mais je voudrais vous laisser sur cette question, sur ces deux questions. La première, pourquoi la nuit est-elle noire? La deuxième, pourquoi la Lune, la Terre, le Soleil, les étoiles et surtout les galaxies, pourquoi les galaxies ne tombent pas les unes sur les autres, et vous allez voir comment la réponse à cette question va également nous amener à la même conclusion. Nous sommes dans un univers historique, nous sommes dans un univers dynamique, nous ne sommes pas dans un univers éternel et inchangeant. Les auditeurs attentifs auront remarqué que tout à l'heure, j'ai fait une erreur. J'ai dit « Pourquoi la nuit n'est-elle pas noire ?» alors que j'aurais dû dire « Pourquoi la nuit est noire ?» Donc, bravo à ceux qui l'ont remarqué. Et puis, nous continuons avec ces interrogations. Pourquoi la nuit est-elle noire? Et aussi, pourquoi les galaxies ne tombent-elles pas les unes sur les autres? Alors, cette question, c'est Einstein qui va la répondre dans les années 1915 environ. La première fois qu'il va faire sa célèbre théorie de la relativité généralisée, cette théorie va lui permettre de faire un modèle de l'univers dans son entier, c'est-à-dire de représenter l'univers avec toutes ses galaxies par des formules mathématiques et de prévoir quel pourrait être le comportement de ces galaxies. Donc, de répondre à la question, pourquoi les galaxies ne tombent-elles pas les unes sur les autres? Et en fait, il va arriver à une réponse étonnante qui va le surprendre, qui va le troubler profondément, qui va lui être très désagréable. En fait, il va arriver à la conclusion que les galaxies ne peuvent pas rester immobiles dans le ciel comme elles le sont. Ça, c'était déjà prévu
par la force de gravité. On le savait intuitivement, mais son modèle va le prouver. Et non seulement cela, ce modèle, ces calculs, ces équations vont montrer qu'il y a deux possibilités pour les galaxies. Soit elles se rapprochent les unes des autres, soit elles s'éloignent les unes des autres. Comment se fait-il qu'elles puissent s'éloigner, bien qu'il y ait la force de gravité? Eh bien, une comparaison simple le fera comprendre. Si vous voyez un caillou dans le ciel, par exemple, eh bien, pourquoi y a-t-il un caillou à un moment donné dans le ciel? Un caillou dans le ciel, évidemment, ne reste pas immobile. Il est peut-être en train de faire deux choses. Peut-être il est en train de tomber vers la Terre, ou bien peut-être quelqu'un vient de le lancer, il est en train de monter. Il est tout à fait possible qu'un caillou monte, il suffit que quelqu'un l'ait lancé. On sait bien que dans le cas d'un caillou, évidemment, il va finir par retomber. Mais dans le cas des galaxies, ça n'est pas aussi évident, on y reviendra plus tard. Einstein découvre que ou bien toutes les galaxies s'éloignent les unes des autres, ou bien elles se rapprochent les unes des autres. Mais cette idée qui amenait évidemment à un univers dynamique, un univers dans lequel les galaxies se rapprocheraient ou s'éloigneraient, serait un univers changeant, dans lequel dans le passé il serait différent et dans le futur il serait différent aussi. Il aurait été différent dans le passé, il serait différent dans le futur. Eh bien, cette idée ne lui plaît pas du tout parce que lui est un amateur inconditionnel de l'univers statique et il va amender ses équations d'une façon à pouvoir neutraliser ce mouvement. Cet amendement, cependant, est très arbitraire et après coup, il le regrettera amèrement quand il aura découvert, grâce au prochain chapitre de l'astrophysique, celui dont nous allons parler maintenant, que, en fait, les galaxies s'éloignent les unes des autres. Et il dira, vers les années 1930-32, c'est la plus grande erreur, la plus grande bévue de ma vie, et il a raison, il aurait pu prévoir ce phénomène extraordinaire dont nous allons parler maintenant, qui s'appelle l'expansion de l'univers. Comment est-ce qu'on a découvert l'expansion de l'univers? Eh bien, c'est entre les années 1920 et 1930. À cette époque, on commence à avoir des télescopes relativement puissants, le mont Wilson, un peu plus tard le mont Palomar, et on commence à étudier le mouvement des galaxies. Dans le passé, on a dû se contenter des étoiles parce que les galaxies sont très faibles, et là, on arrive à mesurer à la fois la position des galaxies, celle qu'on a vue aux dernières leçons, et aussi à déterminer leur vitesse. Plus exactement, on arrive à déterminer si elles s'éloignent de nous ou si elles se rapprochent de nous et quelle est la vitesse d'éloignement ou de rapprochement. Quand on fait une étude comme celle-là sur les étoiles, eh bien, on avait déjà fait de telles études, on trouve un résultat auquel on pouvait s'attendre, certaines étoiles s'éloignent de nous, d'autres s'approchent de nous, il y a tous les cas de figure, c'est un peu aléatoire dans le ciel, les mouvements des étoiles par rapport à nous sont relativement aléatoires. Ça n'est pas du tout le cas pour les galaxies. La grande découverte que Hubble fait, l'astronome américain Hubble, celui qui a donné son nom au télescope Hubble, qui, comme vous savez, ne marche pas très bien, eh bien, la grande découverte que Hubble fait, c'est que les galaxies, en fait, s'éloignent de nous. Presque toutes, sauf des cas exceptionnels, presque toutes les galaxies s'éloignent de nous. Quand vous regardez une galaxie, elle est en train de s'éloigner de nous. Comment est-ce qu'on le sait? Eh bien, l'éloignement d'un objet produit un rougissement de sa lumière. Par exemple, si cette galaxie avait une certaine lumière, si elle s'éloigne, cette lumière va être un peu plus rouge. Si elle s'approche, elle va être un peu plus bleue. Et ce phénomène de la couleur de la galaxie par rapport à ce qu'elle devrait être nous donne une mesure de sa vitesse. Eh bien, Hubble fait dans les années 1920 à 1930 cette découverte extraordinaire que les galaxies s'éloignent de nous. Et non seulement elles s'éloignent de nous, mais elles s'éloignent de nous dans un mouvement très particulier. Elles s'éloignent d'autant plus vite qu'elles sont plus loin. C'est-à-dire que les galaxies qui sont proches de nous s'éloignent lentement, les galaxies qui sont loin de nous s'éloignent très vite. Et vous allez voir un peu ce que ça donne d'après ce diagramme suivant. Voilà une image de ce que découvre Hubble. Imaginons que nous sommes ici, dans ce point ici, que chaque point noir est une galaxie et que chaque flèche donne la vitesse de déplacement
de la galaxie. Alors, vous voyez que les galaxies qui sont proches ont des vitesses relativement faibles. Relativement faibles, c'est toujours rapide. On parle toujours de centaines de kilomètres par seconde, de plusieurs centaines de kilomètres par seconde, de milliers de kilomètres par seconde. Et on va parler tout à l'heure de vitesses qui approchent la vitesse de la lumière, de centaines de milliers de kilomètres par seconde. Alors, vous voyez que les galaxies plus lointaines s'éloignent plus vite. Les galaxies plus rapprochées s'éloignent plus lentement. Alors, ce mouvement d'expansion pourrait nous donner l'idée, bien sûr, que nous sommes au centre de l'univers et que ce point est le centre de l'univers. En fait, il n'en est rien. Et il est facile de le comprendre. Je vais vous faire une comparaison culinaire qui va vous expliquer un peu la situation. Imaginez que vous faites un pudding au raisin. Un pudding au raisin, c'est-à-dire une pâte avec de la levure et des raisins secs, des raisins de Corinthe. Vous mettez tout cela au four et vous vous imaginez sur un raisin. Vous regardez vos collègues raisins. Eh bien, il est facile de comprendre que si la pâte a été bien préparée, tous les collègues raisins vont s'éloigner de vous. C'est ça qu'on veut dire quand on dit que la pâte lève. Les collègues raisins s'éloignent de vous et s'éloignent d'autant plus vite qu'ils sont plus loin. Si maintenant vous comparez les raisins aux galaxies, vous comprenez cette image de ce que Hubble a observé. C'est ce mouvement d'expansion. Il est tout à fait analogue à ce qui se passe dans un four quand vous faites cuire un pudding au raisin. Alors, quant à l'idée que nous serions le centre du monde ou qu'il y aurait un centre du monde, eh bien, il est facile de comprendre que même si un raisin donné voit tous les autres raisins s'éloigner de lui, tous les autres raisins, quand ils regardent autour d'eux, voient exactement la même situation. Donc, vous voyez que c'est un point de vue qui n'est pas, il n'y a pas telle chose qu'un raisin central. Chaque raisin voit ce qui se passe, chaque galaxie voit ce qui se passe et voit quelque chose d'analogue. Une différence importante, bien sûr, c'est que le pudding raisin a nécessairement une dimension qui n'est pas infinie, puisqu'autrement on ne pourrait pas le mettre au four. L'univers, au contraire, a vraisemblablement une dimension infinie. C'est ce que l'on pense aujourd'hui, bien qu'on n'en ait pas la certitude. Alors, cette image ici, donc, c'est l'image que découvre Hubble dans les années 1920, entre 1930, et qui est confirmée par la suite. Et nous avons maintenant des données extrêmement précises qui nous permettent de poursuivre cette étude et d'aller beaucoup plus loin. Un diagramme comme celui-ci est un diagramme qui est l'équivalent précisément de ce que j'ai dit tout à l'heure. Imaginez qu'ici, nous avons une échelle de distance. C'est gradué en d'autres choses, mais ça n'a pas d'importance. Pour nous, c'est la distance entre nous et des galaxies. Alors, par exemple, une galaxie est un point ici. On va la mettre à sa distance, et ceci, c'est une échelle de vitesse. Eh bien, la découverte de Hubble, qui a été poursuivie bien au-delà, c'est le fait que si vous mettez toutes les galaxies que vous connaissez en un point représentatif de leur distance et de leur vitesse, cette courbe est assez clairement une droite qui s'élève de façon linéaire. Et cette courbe vous dit très exactement la même chose. Plus les galaxies sont loin, plus elles vont vite. Donc voilà ce qu'on appelle l'expansion de l'univers. Alors qu'est-ce que ça veut dire, expansion de l'univers? Est-ce que ça veut dire que l'univers devient de plus en plus grand? Non. Comme on ne connaît pas, comme je vous ai dit, la dimension de l'univers, et qu'il est possible, après tout, que cet univers soit infini. Le fait de devenir de plus en plus grand ne veut pas dire, le fait que des galaxies soient en expansion ne veut pas dire qu'il devient de plus en plus grand. Il est évident que si l'univers est infini, l'infini ne peut pas devenir plus grand. L'infini, ça reste l'infini indéfiniment, et comme on dit, 10 fois l'infini, c'est toujours l'infini. Ça veut dire quoi, l'expansion de l'univers? Ça veut dire que quand vous prenez n'importe quelle paire de galaxies, n'importe où dans l'espace, que vous les observez, elles sont en train de s'éloigner. Ça veut dire que si vous prenez n'importe quel triplet de galaxies, 3 galaxies, vous faites un triangle, vous regardez ce triangle est en train de croître en surface, bien que les angles entre les droites de ce triangle restent toujours les mêmes. C'est un phénomène local. À chaque endroit, les galaxies s'éloignent les unes des autres de cette façon. Et comme l'univers est infini, eh bien, il y a de la place pour tout le monde. On peut, localement, les galaxies peuvent s'éloigner les unes des autres sans jamais que ça coince. Le problème qui se poserait, c'est si l'univers était fini, on dirait, mais qu'est-ce qui arrive au coin? Eh bien, là, on pourrait dire, ça coince. Mais comme l'univers est infini, il y a de la place pour l'expansion. Je voudrais maintenant vous présenter une image
qui va vous décrire un peu mieux ce phénomène. Ce phénomène, maintenant, va être utilisé, va être fondamental dans l'étude de la cosmologie, parce qu'on va se dire, et c'est là un des raisonnements que fait Gamow, un des grands physiciens de notre époque, il se dit ceci: cette histoire d'univers qui est en train de devenir, d'être en expansion, peut nous servir pour remonter dans le passé. Rappelez-vous qu'on est toujours en train, comme des explorateurs, de chercher comment remonter dans le passé. Comment remonter dans le passé? Eh bien, il se dit, on va tourner le film à l'envers. On va tourner le film à l'envers et on va se dire que si les galaxies s'éloignent aujourd'hui, eh bien, si on tourne le film à l'envers, on devrait voir des galaxies qui se rapprochent les unes des autres. Ces galaxies vont se rapprocher, donc on va arriver à un univers de plus en plus dense, et cela va être notre filon pour remonter le temps. On va se poser la question de savoir qu'est-ce qui se passait dans un temps très lointain. Alors là, il y a un petit problème qui est subtil et que je voudrais vous illustrer avec cette figure, parce qu'on arrive facilement à l'idée que si les galaxies se rapprochent les unes des autres, elles vont se concentrer en un point. En fait, ce n'est pas tout à fait exact, et là, ça va vous demander un peu de gymnastique intellectuelle que je vais essayer de vous représenter par les dessins que vous voyez là. Regardez les trois dessins, regardez celui de droite. Là, j'ai fait comme un petit univers à une dimension. Cet univers, il est donné, chaque galaxie ici est présentée par ses droites, ses graduations sur une règle. Alors, l'expansion amène, voyons, on passe de la première à la deuxième à la troisième, c'est la même règle, mais les distances entre les graduations s'éloignent. Alors maintenant, revenez dans le sens inverse, on tourne le film en sens inverse, et on va passer de la troisième à la deuxième à la première. Alors vous voyez comment les points se rapprochent, mais vous voyez que même s'ils se rapprochent, si l'univers est infini, jamais nous allons les retrouver tous ensemble. Pourquoi? Parce qu'il en vient toujours. Dans notre fenêtre ronde que nous regardons, nous avons de plus en plus de points, et plus on va poursuivre cela, plus on va retrouver des graduations qui vont être proches les unes des autres, donc un univers toujours plus dense, mais jamais tout cela ne va se concentrer en un point. Il suffit que cette règle s'étende à l'infini pour qu'il y ait toujours la possibilité d'avoir de nouvelles règles. De la même façon, quand nous regardons un champ du ciel et que nous remontons dans le passé, il y a toujours des nouvelles galaxies qui arrivent, et donc il n'y a jamais cette concentration centrale qu'on aurait pu supposer au début. Alors, ce n'est pas très facile à comprendre. Ça, il faut s'y attendre. Quand on passe à la cosmologie, il faut s'habituer à faire des exercices avec son imagination. Notre imagination, elle a été fabriquée, elle s'est modelée à partir d'une réalité à notre échelle. Et il n'est pas étonnant que quand on arrive à une réalité à une autre échelle, que ce soit l'infiniment grand ou l'infiniment petit, on a le même genre de problème quand on parle de la physique atomique, de la physique quantique. Des fois, il faut faire un peu de gymnastique pour se replacer. On y arrive relativement facilement. Les explorateurs des terres nouvelles avaient une stratégie qui marchait très bien quand ils voulaient pénétrer dans leur continent, c'était d'aller à contre-courant. C'était de prendre les rivières ou les fleuves à leur embouchure et de toujours remonter le courant. Nous allons faire la même chose grâce à Gamow. Gamow nous dit, si on veut reconstituer le passé de l'univers, il faut tourner le film de l'univers à l'envers, tourner le film de cette expansion à l'envers, et aller vers une contraction. Et cette contraction va nous permettre d'explorer le passé très ancien de l'univers. Alors cela, on va l'illustrer par un diagramme que vous voyez ici. Ce diagramme, on va simplement mettre un axe de temps. Et le temps va comme ceci. Et je mets aujourd'hui ici. Vous voyez, je ne suis pas parti d'un temps zéro, parce que je ne sais pas s'il y a telle chose qu'un temps zéro. Pour moi, le temps zéro, c'est aujourd'hui, et nous allons remonter comme ceci. Et pour remonter, nous allons nous servir d'une observation. Cette observation, c'est simplement l'observation des galaxies dont Hubble nous a parlé. Nous allons définir une échelle de distance que nous allons appeler R, grand R. C'est la distance entre deux galaxies. Alors, on prend deux galaxies ici, n'importe quelle deux galaxies, à un moment donné, et on dit
Aujourd'hui, ces deux galaxies sont sur cet axe vertical en ce point-ci. Qu'est-ce que Hubble nous a appris? Il nous a appris que cette distance est en train d'augmenter. C'est bien ça, la découverte de Hubble fondamentale. Cette distance augmente. Si on regardait plus tard, les galaxies seraient plus loin. Bien sûr, Gamow nous dit, oui, mais nous allons aller en sens inverse et nous allons dire, cette distance-ci était plus faible dans le passé et nous allons essayer d'explorer le passé justement à partir de là. Et là, il va utiliser toutes les connaissances que nous avons en physique. Nous savons en physique, par exemple, que quand on comprime un gaz, il devient de plus en plus chaud. C'est le principe des réfrigérateurs, c'est le principe des pistons de voiture. Un gaz chaud se détend, un gaz chaud se détend et se refroidit, et un gaz que l'on comprime se réchauffe. Donc Gamow se dit, l'univers dans le passé devait être plus chaud. Et il montre que la relation entre la température et la distance entre les galaxies est très simple. Elle est exprimée par ceci, ce qui veut dire la température est inversement proportionnelle à la distance. Ce qui veut dire que quand deux galaxies étaient 2 fois plus proches qu'elles le sont aujourd'hui, la température de l'univers était 2 fois plus élevée. Vous voyez que c'est très simple. Il suffit donc d'inverser le rayon, ce qui veut dire que si la distance entre deux galaxies. Ce qui veut dire que si on arrive à mesurer la température de l'univers aujourd'hui, et vous verrez comment on y arrive, je l'expliquerai un peu plus tard, si on arrive à connaître la température de l'univers aujourd'hui, on peut, de la même façon que Hubble nous a appris que la distance entre les galaxies diminuait dans le passé, était plus faible dans le passé, on arrive à la conclusion que la température de l'univers devait être plus grande dans le passé, donc on arrive à un univers plus chaud, encore une fois à l'image du piston ou du frigo, et on va essayer de remonter le passé dans cette idée que l'univers était plus chaud et aussi plus dense, bien sûr, parce que comprimer un gaz, c'est augmenter sa densité. Il est facile de comprendre que dans le passé, la densité de galaxies dans un volume donné, le nombre de galaxies dans un volume donné, devait être forcément plus grand puisqu'elles sont en train de se diluer. Alors ça, c'est le premier raisonnement de Gamow. Le second raisonnement, c'est aussi un raisonnement qui est basé sur la physique. Il se dit, plus un corps est chaud, plus il brille. Ça, c'est une chose que nous connaissons très bien en physique et qui est que tout le monde connaît aussi. Vous avez sans doute vu un jour du métal en fusion dans une forge, dans une fonderie, et vous savez que le métal en fusion brille, que le fer, quand on le porte à 1000 ou 2000 degrés, devient lumineux. Il est d'abord rouge sombre, et puis ensuite, si on continue à le chauffer, il devient orange, il devient jaune, et il va remonter l'arc-en-ciel, et si on arrivait à le chauffer suffisamment, il deviendrait bleu, et puis violet, et puis ultraviolet. Donc, cette connaissance de la physique, plus un corps est chaud, plus il émet de la lumière. Cette lumière n'est pas toujours visible. Notre corps, à nous, émet de la lumière, mais c'est une lumière qui ne nous est pas visible, c'est de l'infrarouge. Les chats voient très bien, nous voient la nuit, parce que nous sommes des émetteurs d'infrarouge, les serpents, et aujourd'hui on fait des lunettes très utilisées par les militaires qui permettent de voir les hommes par le fait qu'ils émettent un rayonnement infrarouge. Quelle que soit la température d'un corps, il émet toujours un rayonnement. Plus cette température est élevée, plus ce rayonnement est intense, plus la longueur d'onde est courte, et quand la température est plus froide, le rayonnement est beaucoup plus faible. Mais de toute façon, c'est une règle générale, il y a une relation entre la température d'un corps et la couleur, le rayonnement qu'il émet. Donc Gamow se dit, cet univers du passé, qui était de plus en plus chaud, devait également être de plus en plus lumineux. Et il arrive à la conclusion que l'univers, dans le passé, devait émettre un rayonnement qui devait être d'autant plus intense que la température était élevée. Bien sûr, il ne sait pas à cette période jusqu'où la température de l'univers a été, mais il se dit, nous allons essayer de trouver, d'avoir des preuves, des fossiles, voilà, toujours la notion de fossile. Est-ce que nous avons des preuves? Est-ce qu'il reste quelque chose de ce lointain passé qui nous permettrait d'affirmer que l'univers a été à au moins, par exemple, des milliers de degrés, des millions de degrés, des milliards de degrés?
vous allez voir que nous avons toute une collection de fossiles qui nous permettent de remonter progressivement et d'arriver à l'idée que l'univers a été à des milliards de degrés. Eh bien, nous allons maintenant aborder le premier fossile, c'est celui qui a été prévu justement par Gamow. Ça se passe environ en 1948. En 1948, Gamow, en regardant tout ça, dit, et avec les raisonnements que je vous ai présentés, dit, s'il est vrai, si c'est vrai cette histoire d'univers en expansion, en refroidissement, parce qu'il y a encore beaucoup de résistance, la plupart des gens ne croient pas, ils se disent il y a un truc, on a mal interprété la couleur des galaxies. C'était tout à fait normal de contester cette idée, elle était tellement hérétique, elle était tellement extravagante par rapport à tout ce qu'on avait cru depuis 2000 ans. Il est normal qu'on conteste de nouvelles idées et qu'on cherche à avoir des preuves avant de les adopter. Bien, Gamow se dit, soyons courageux, supposons que cette idée soit correcte, qu'est-ce que cela implique? Eh bien, il dit, cela implique donc que l'univers a été très chaud, très lumineux, et il se dit, mais cette lumière qui existait au tout début, qu'en est-il advenu? Et il fait quelques calculs, et il montre que cette lumière ne peut pas avoir disparu, et qu'elle a dû se transformer cependant, que le refroidissement de l'univers a dû transformer cette lumière, et il dit elle doit exister encore, elle doit être répandue dans l'univers de façon homogène, puisque c'est un rayonnement à l'échelle de l'univers, et c'est une lumière qui ne peut pas être visible avec nos yeux, mais qui doit être détectable avec des radiotélescopes, et il prévoit que ça doit correspondre à peu près à des ondes, ce que nous appelons des ondes millimétriques. Les ondes millimétriques, ce sont les ondes qu'utilisent aujourd'hui les radars, qu'utilisent aujourd'hui la télévision, par exemple. Et il dit qu'il doit y avoir dans l'univers un rayonnement homogène de longueur d'onde millimétrique, c'est-à-dire à peu près 1 millimètre de longueur d'onde. Ce rayonnement n'est pas visible à nos yeux, mais sans doute que si on met sur pied des radiotélescopes appropriés, on devrait pouvoir le détecter. Et ce qui est extraordinaire, ça montre jusqu'à quel point il y a eu de la résistance à cette idée de changement d'idée, de changement de paradigme, comme on dit aujourd'hui. Le paradigme, c'est ce que tout le monde admet sans en discuter, c'est ce que tout le monde ne remet pas en cause, c'est ce que tout le monde pense être évident. Et souvent, comme vous savez, l'évidence s'avère être simplement des préjugés. Tout le monde est convaincu que l'univers est éternel et inchangeant, sauf quelques hérétiques dont j'ai parlé. Et c'est donc pourquoi on n'écoute pas beaucoup Gamow quand il dit cela. Et c'est malheureux, parce que quiconque dans les années 50 ou début 60 aurait dit, eh bien après tout, il n'y a qu'à essayer. Il y avait déjà la technologie qu'il fallait, et il aurait découvert ce qu'on a découvert en 1965, ce rayonnement fossile qui est précisément ce que Gamow avait prévu. En 1965, coup de théâtre, 2 astronomes américains, Penzias et Wilson, qui préparaient des radiotélescopes pour des raisons totalement différentes. C'est des gens qui cherchaient à créer le contact avec des satellites. Rappelez-vous que 1965, c'est la période où on commence à lancer des satellites et on a des problèmes de communication. On n'arrive pas à les suivre pendant toute leur orbite. Et la NASA, à cette époque, je travaillais moi-même à la NASA, je me souviens très bien de cette période, la NASA dit on va essayer de trouver une longueur d'onde appropriée, un rayonnement avec une fréquence appropriée pour pouvoir entrer en contact avec ces satellites. C'est ce qui se passe. Penzias et Wilson fabriquent un radiotélescope millimétrique, précisément, parce qu'on avait pensé que c'était à peu près dans ces longueurs d'onde-là que ça allait marcher. Ce radiotélescope marche très bien. Il détecte effectivement les satellites. Problème, il marche trop bien. Il marche encore quand il n'y a pas de satellite dans le ciel. Alors Penzias et Wilson cherchent ce qui se passe. Ils se disent, c'est peut-être quelqu'un qui est en train de se raser dans la pièce à côté. Vous savez, ça fait toujours de la friture dans les détecteurs. Pas du tout, il n'y a personne. Ils se disent c'est peut-être des militaires qui émettent sur une bande secrète et qui nous causent toujours des ennuis. On demande aux militaires, non, ils n'émettent pas sur cette longueur d'onde. On s'aperçoit que de toute façon ce rayonnement est totalement toujours le même, le jour, la nuit, au cours des saisons. Et ils disent ça ne peut être dû qu'à un rayonnement répandu uniformément dans l'espace, et ils publient leur papier. Et Gamow leur dit, attendez, si vous aviez lu le Zeitschrift für Physik de 1948, vous sauriez que j'ai prédit l'existence de ce rayonnement. Et cette preuve, cette confirmation, c'est un événement très important en science. En science,
quelqu'un qui peut prévoir quelque chose à partir d'une théorie, cela donne à la théorie une crédibilité largement accrue. Bien sûr, on dit, si vous avez une théorie qui vient après les faits, vous avez des faits, vous avez une théorie pour les expliquer. C'est bien, mais si la théorie est suffisamment bonne, suffisamment précise pour qu'elle puisse se mouiller, comme on dit, qu'elle puisse essayer de prévoir quelque chose, et que si ce quelque chose est vérifié, c'est vraiment la touche, la pierre de touche d'une bonne théorie, c'est d'avoir prédit précisément quelque chose. Ce que Gamow a fait en 1948, il a prévu que le rayonnement fossile devait être une conséquence nécessaire de l'hypothèse que l'univers est en expansion. Et quand cette découverte a été faite, tous les physiciens et astrophysiciens se sont dit, il n'y a rien à faire, il faut qu'on prenne au sérieux cette théorie de l'expansion de l'univers, cette théorie d'un univers historique, d'un univers en refroidissement.